Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. 2 infirmières de Joliette ont été congédiées pour avoir tenu des propos racistes à l'endroit d'une femme atikamekw. Après le décès de Joyce Echaquan à la fin de l'année dernière, l'attention a été portée sur l'expérience autochtone dans le secteur des soins de santé. Mais comme nous l'explique Lindsay Richardson, le débat sur le racisme systémique concerne aussi d'autres groupes culturels. À la suite de la mort de Joyce Echaquan en septembre dernier, le gouvernement du Québec a déclaré qu'un incident semblable ne pouvait pas se reproduire et ne se reproduirait pas. Mais pour la nation atikamekw, les allégations de racisme portées contre le personnel des soins de santé continuent de s'accumuler. Le gouvernement du Québec est fautif. Son système de santé publique est fautif en rapport aux minorités culturelles. Premièrement, il y a eu la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Elle a diffusé une vidéo en direct au cours de laquelle des membres du personnel soignant lui lançaient des insultes racistes. Ensuite, il y a eu Georges Hervé Awashish, un homme d'Opitsawan qui est décédé à l'hôpital de Chicoutimi quelques jours après qu'il ait affirmé avoir entendu des infirmières se moquer de l'affaire Echaquan, tout en faisant l'objet de menaces de mort. Et maintenant, il y a les allégations de mauvais traitement de Jocelyne Ottawa dans une clinique publique, aussi à Joliette. Totally unacceptable, inhumane, I would say. It's like adding insult to injury. Le chef régional de l'APNQL, Ghislain Picard, a commenté l'événement sur les réseaux sociaux au cours de la fin de semaine dernière. Jocelyne Ottawa est originaire de la communauté de Manawan, toute comme Joyce Echaquan. Vendredi dernier, elle a cherché à se faire soigner à la CLSC Joliette. Et selon Ghislain Picard, elle a fait l'objet d'intimidation, de moqueries et de harcèlement. Les membres du personnel de la clinique ont vu son nom et lui ont dit qu'elle pensait simplement l'appeler Joyce. Et c'est inacceptable de faire des commentaires dégradants de même là, envers des patients autochtones. C'est juste... C'est du racisme, c'est la discrimination systémique pure et simple. L'autorité régionale de la santé qui supervise la clinique de Joliette a confirmé mardi dernier le congédiement des infirmières en question. Voici la déclaration du ministre des Affaires autochtones du Québec. Cet événement choquant ne fait que rappeler toute importance les mesures concrètes annoncées en matière de sécurisation culturelle afin d'offrir à la communauté atikamekw de Manawan un accès équitable et libre de toute discrimination ou service offert. Mais les problèmes au sein du système des soins de santé sont très répandus au Québec. S'il vous plaît, aidez-moi. Dans une vidéo diffusée la semaine dernière en direct d'un hôpital de la Rive-Sud de Montréal, Mireille Jomo, une réfugiée du Cameroun, allègue que le personnel à l'hôpital ont injecté délibérément des médicaments auxquels elle était allergique. Ma bouche est paralysée, mes lèvres sont paralysées. Mon visage aussi est gonflé, mes yeux. Elle est morte quelques jours plus tard. Une enquête est en cours. Ils veulent me tuer. Et ce n'est pas tout. Mercredi dernier, la presse rapportait qu'une enquête interne est en cours à l'hôpital de Saint-Eustache, à la suite à la découverte d'offres d'emploi destinées aux candidates blanches seulement. Il s'agit du même hôpital qui avait attiré l'attention en janvier, après que la femme d'une aînée Mohawk de Ganézédagué eut affirmé que son mari avait obtenu son congé sans que l'hôpital ne lui fournisse de vêtements ou même un manteau. He had a soiled diaper and he had socks on. He had no clothes, nothing from Saint-Eustache Hospital, not even a blanket. Pour Sylvie Flamand, la promesse du gouvernement du Québec de mettre sur pied davantage d'ateliers de sensibilisation apporte très peu de soulagement. Parce que les 2 infirmières de la clinique qui ont été congédiées avaient déjà suivi la formation. C'est pas réaliste. La confiance n'est pas là. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le projet de gaz naturel liquéfié ou GNL est un gazoduc qui peut traverser les nations Anishinaabe, Atikamekw et Innu de 780 km, de l'Ontario jusqu'au Saguenay, ne font pas l'unanimité au niveau de l'environnement ni de l'acceptabilité sociale d'après plusieurs nations autochtones. Mais il y a d'autres qui n'ont pas dit non.
jusqu'à maintenant. Voici le résultat de mon consultation auprès des communautés concernées. C'est qu'il est sous sa forme liquide car il a été refroidi à une très basse température, soit à moins 162 degrés Celsius. Sur sa vidéo promotionnelle, le projet GNL vante la non-dangerosité du gaz liquéfié. Selon cette vidéo, le gaz est compacté à moins 162 degrés pour être dans sa forme liquide. Le gaz est utilisé dans la cuisson des aliments, le chauffage des écoles ou bien des bâtiments publics. Mais Patrick Bonin, porte-parole pour Greenpeace, dit que ce sont des projets qui sont catastrophiques pour l'environnement. Donc, ce projet-là est incompatible avec la lutte contre les changements climatiques, avec la protection des belugas. Il faut se tourner plutôt vers les énergies renouvelables, vers une utilisation intelligente du territoire, une autonomie alimentaire, créer davantage de parcs, de l'écotourisme, donc de faire un développement en harmonie avec la nature et non pas qui irait en opposition comme ce projet-là propose de le faire. Et plusieurs nations autochtones seront touchées sur le tracé du gazoduc et le projet GNL. Adrienne Jérôme, chef du Lac-Simon, dit vouloir entrer dans une autre ère. Les projets gazoducs, là, c'est tous des projets de fossiles. Là. C'est comme le charbon là, qui n'est presque plus là. Là. Il y a 1% de production au Canada de charbon. C'est quasiment comme disparu. Là. L'Amérique, toute l'Amérique là, se tourne vers des projets énergie verte propre. Là. Le gaz naturel qui sera transformé par Énergie Saguenay. Pour James Cananasso, vice-chef de Picogan, l'enjeu de la question environnementale l'inquiète. Nous autres, là, je te dirais, là, c'est sûr que si un pipeline qui passerait dans nos territoires, c'est sûr que ça nous préoccupe beaucoup. Et ça va nous obliger aussi à être plus prudents puis vigilants pour qu'on puisse faire une bonne analyse, au fond, là, de ça, puis avant de prendre une bonne décision. APTN a fait une demande d'entrevue à la communauté de Wemotaci, mais le porte-parole n'a pas répondu avant la tombée. APTN a rejoint la communauté de Pequawmiono-Taguihigan, mais il a dit attendre que le BAP rende public son rapport avant de commenter. Mais Pequawmiono-Taguihigan dit avoir aussi déposé un mémoire avec les autres communautés de Pessamit et d'Essipit au BAP. Nous avons volontairement choisi de ne pas se positionner pour ou contre le projet. Premièrement, les processus d'évaluation environnementale ne sont pas finis pour le projet d'Énergie Saguenay. Puis le projet d'Énergie Saguenay aura notre consentement seulement si le projet de gazoduc l'obtient également. Le Conseil d'Essipit ne prend pas une position pour l'instant, mais les trois communautés Innu ont formulé des inquiétudes de l'enjeu du beluga. Toutes les Premières Nations identifiées sont consultées conformément aux lignes directrices édictées par le gouvernement fédéral. Pour maintenant, tout le monde est d'accord sur une chose. Le rapport très attendu du BAP, prévu pour être public cette semaine, dictera ce qui se passera pour l'avenir. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle d'un débat au sein de la nation Innu. Une vidéo postée sur les médias sociaux sur la façon d'achever un caribou. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Il y a des discussions enflammées sur les médias sociaux concernant une vidéo montrant l'abattage d'un caribou mâle par la famille Lalo de Natashquan. Un reportage de Shushan Bacon. Voici la vidéo diffusée de la famille Lalou Tourisme lors d'une chasse au caribou. Elle a provoqué beaucoup de discussions sur les médias sociaux et nombreuses étaient négatives. J'ai reçu des menaces de mort, il faut que tu sois pendu, il faut que tu ailles à la prison. J'ai tout pris ça, j'ai tout copié ça. Daniel Lalou, résident de Natashquan, explique que le but de la vidéo était de montrer aux jeunes la manière d'achever un caribou blessé. D'après Lalou, cette pratique est une méthode utilisée par plusieurs chasseurs Innu de caribou,
car elle conserve la tête en bon état pour son utilisation et sa consommation. La Loup ajoute que le point fatal se trouve derrière l'épaule de l'animal. Quand j'étais jeune, moi, j'ai suivi tout le temps les aînés. Les aînés, ils disaient tout le temps, là, quand l'animal est blessé, il ne faut pas le tuer. Il faut que tu le fasses pour l'achever avec un hache. Qui est moins dommageant pour la viande. Mais beaucoup de commentateurs n'étaient pas juste en colère avec la méthode utilisée. Le post inclut également beaucoup de personnes du Labrador qui ne sont pas contents que le caribou forestier soit même chassé, parce que la population de caribous est en déclin. La Loup dit qu'ils ont récolté 36 caribous. Nous autres, on est conscients là, que le troupeau, le caribou, il est en voie de disparition, mais depuis X années que nos conseils de vente, les trois paliers gouvernements, soit le Québec ou le gouvernement terre-neuvien ou du Canada, tu sais, on a eu tout le temps des rencontres, puis ça n'a jamais rien abouti dans ces rencontres-là. Réal Tétard, chef de Natashquan, dit qu'il va mener un nouveau plan de gestion du caribou dans sa communauté. Mais selon lui, mettre cette vidéo sur les médias sociaux est un manque de respect envers le caribou. Tous les gens, les aînés, nous autres, là, étaient en désaccord de la manière qui a été faite. C'est pas la mode traditionnelle. Il devrait apparaître que l'étiquette appropriée pour tuer un animal blessé est un sujet chaud et a besoin de débats supplémentaires. Un débat, la Loup espère ne contiendra plus de menaces de mort. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Manawan et Upitiwan ont réaffirmé publiquement leur confiance envers le Conseil de la Nation Atikamekw. Cela fait suite à l'annonce du 18 février dans laquelle Wemotaci veut se retirer du Conseil de la Nation Atikamekw à compter du 1er avril. C'est par voie de communiqué de presse que les deux communautés ont invité Wemotaci à collaborer également avec l'organisme. Les deux chefs déplorent que les désaccords entre elles menacent la force de l'unité de la nation Atikamekw. APTN a demandé des entrevues avec les deux chefs des deux communautés, mais ils n'ont pas répondu. Au moment où la pêche visant à assurer une subsistance convenable aux Mi'kmaq fait de nouveau les manchettes, APTN présente une série documentaire sur un autre type de pêche, la pêche commerciale au sein de la collectivité Mi'kmaq et les gens qui l'exercent. Un reportage d'Angel Moore. Peter Martin est capitaine d'un navire commercial. For me, again, I loved it. I want people to know what we're all about, that, you know, that we are doing it properly. And, you know, for me, first and foremost, this is my community. I love to represent them. And to be a captain on a crab boat, I mean, there's no better feeling. I mean, nothing. Hands down is the best. Il fait partie d'une série de 13 épisodes intitulée Gespegawadi de Lastland, produite en haute résolution et diffusée sur APTN. Cette série raconte l'histoire de la pêche au sein de la Première Nation de l'Estigouche. L'Estigouche longe la rivière Restigouche à la frontière du Québec, en face de la partie nord du Nouveau-Brunswick. En 1981, la SQ a procédé à une saisie de filets pour restreindre la pêche au saumon dans la rivière Restigouche. Les policiers ont commis des actes de violence lors de l'événement, connu comme la crise du saumon. Aujourd'hui, l'Estigouche compte deux types de pêche qui sont réglementés par le gouvernement fédéral. La pêche alimentaire et rituelle à l'automne et la pêche commerciale au printemps. La réalisatrice de la série, Lisa Roth, présente aux spectateurs l'histoire derrière les manchettes. Learning how lobster and raw crab are fished, are harvested, and with the traps and how the bait goes in and how many traps they do in a day was incredibly interesting. Seeing how hard they work, oh my gosh, they work so hard to get this lobster and raw crab. When I go to the grocery store in Montreal, I certainly look at it differently now. La série fait suite aux attaques violentes contre les Mi'kmaq. L'automne dernier, la Première Nation Sebinagadi a commencé sa pêche visant à lui assurer une subsistance convenable. Les pêcheurs non autochtones ont réagi avec violence. APTN a demandé à Mme Roth dans quelle mesure ces événements ont eu un impact sur la série.
Fishermen of Listigouche, they have a real passion for their jobs. They love being out on the water, and they have a passion for their community, and they have a passion for protecting their rights. Alors que le Canada tente de réglementer la pêche visant à assurer une subsistance convenable, M. Martin déclare qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'accès, mais aussi de coût. I'm talking actual modern, because the non-natives wouldn't even consider fishing with 50 traps. It'd be a joke to try to finance $1 million lobster boat and pay for a fishery. So, you know, it's time to step things up. Les producteurs planifient une deuxième saison. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Danissa Régis-Labbé, une enseignante résiliente et combative Innu avec un casier judiciaire. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un coup caché des Autochtones surreprésentés dans le milieu carcéral. C'est comment leur dossier criminel limite leurs options d'emploi une fois qu'ils sortent. Danissa Régis-Labbé a été rendue coupable de voies de fait avec lésion au début de sa vingtaine. Mais elle a persévéré. Régis-Labbé enseigne présentement pour Johnny Pilot, une école primaire. Oui, Danissa Régis-Labbé. Oui, Sylvie. Racontez-nous ce qui vous a amené dans cette avenue. Ben, Nine, concernant mon dossier, Nine, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais vraiment jeune. À l'époque, j'avais que 22 ans. À l'époque, je consommais des drogues et de l'alcool. Puis, je consommais beaucoup. Puis, j'étais avec un conjoint qui était violent. Puis, je me souviendrai de cette soirée-là. J'avais consommé beaucoup trop de drogue. Puis, je me souviens pas de la soirée en tant que telle. J'ai comme des flashs. Sauf que je me souviens, une des choses, c'est que mon ex-conjoint, Miam, il voulait venir vers moi, puis moi, je me suis reculée, puis ça a comme mal viré. Il y avait des couteaux qui étaient en arrière de moi. Puis en voulant me défendre, j'ai pris les couteaux là. Puis j'ai quelques flashs, donc c'est quand même assez délicat comme histoire, sauf que c'est mon histoire, tiens. Puis je suis quand même, j'ai fait le passé avec cette histoire-là. Dites-nous comment votre établissement s'est passé. Moi, j'ai dû rencontrer plusieurs personnes pour me rétablir. J'ai fait des thérapies aussi. Le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête parce que ça m'amenait loin, j'ai arrêté le 18 juin 2011 à consommer. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours rencontré des personnes, que ce soit des psychologues, des intervenants, des psychothérapeutes. Puis à chaque place où je déménageais, il y avait tout le temps une personne qui m'aidait à cheminer parce que moi, tout seul, j'aurais pas été capable. Il y avait tout le temps des blessures nées d'enfance que je devais moi-même travailler pour devenir un adulte épanoui. Puis ça a été très long comme processus, même que je dirais c'est un travail d'une vie. Moi, encore aujourd'hui, je rencontre parce que j'ai besoin de rencontrer, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne dans mon cheminement de vie. Encore aujourd'hui, c'est sûr, c'est moins fréquent qu'auparavant, mais que c'est encore le cas quand même. Il y a aussi le fait que vous avez entamé des études pour enseigner. Comment ça vous est venu comme idée? Ben, c'est-à-dire que moi, moi, j'ai fini mon secondaire alors que j'étais en prison. J'ai fini mon secondaire, puis là, je devais aller au cégep. Je me suis inscrite au cégep à Kiona, dans lequel j'ai obtenu mon DEC en sciences humaines, profil Première Nation. Donc, les sciences humaines, nécessairement, quand tu fais les sciences humaines, tu dois aller à l'université. Donc, moi, j'avais un choix, c'était soit d'aller en psychothérapie, psychoéducation,
en psychoéducation ou en enseignement parce que moi, je trouvais important d'aller travailler avec les jeunes qui, comme moi, avaient eu une enfance assez difficile. Puis avec l'éducation, je trouvais que c'était vraiment le pilier. C'était la façon d'aller travailler la fierté au niveau de la fierté. Tu dis pas donc, c'est pourquoi j'ai décidé de choisir l'enseignement. Sauf que en ayant mon dossier criminel, c'est sûr qu'il a fallu que je me pose une question. Est-ce que ça allait me bloquer à quelques niveaux dans mon processus professionnel? Puis j'ai décidé de ne pas laisser entraver mes objectifs de vie, là, que j'allais devoir faire d'autres démarches pendant mon processus. Puis c'est là que c'est ce que j'ai fait dernièrement là, avec le ministère de l'Éducation, entre autres. Mm-hmm. C'est justement ma prochaine question. Il est évident qu'enseigner, qui plus est dans une école primaire, il ne faut pas avoir de casier judiciaire et également avoir le permis nécessaire au niveau du ministère de l'Éducation. Comment êtes-vous capable d'enseigner présentement? Ben, c'est-à-dire que, Nin, il y a comme deux choses qu'il va falloir comprendre. C'est au niveau du conseil de bande, eux autres, ils ont comme une loi où ce que ça doit faire 10 ans, n'est que la personne, n'est le dossier, ça doit faire 10 ans, puis tu dois avoir commencé ta demande de pardon, ce qui est le cas pour moi. Moi, ça fait plus que 10 ans, cette histoire-là, moi, que j'ai commencé ma demande de pardon, d'où naît le fait que je puisse travailler pour l'ITUM. Et aussi, pour le ministère de l'Éducation, il faut pas avoir d'antécédent judiciaire, non, tu sais ce qui est écrit, sauf que tu peux quand même faire la démarche auprès d'eux autres. J'ai fait une entrevue avec eux pour aller parler de cette soirée-là, qu'est-ce qui s'était passé dans tout, c'est quoi le contexte de mon dossier, puis ils ont jugé que j'étais apte à enseigner, que mon dossier criminel ne faisait pas lien avec ma profession, puis que j'étais quand même une citoyenne responsable et capable d'enseigner. C'est d'où comment j'ai pu obtenir mon brevet d'enseignement. C'est comme ça. Félicitations. Que voulez-vous dire aux jeunes et aux moins jeunes qui possèdent un casier judiciaire? Ben, c'est sûr qu'il faut pas se laisser abattre. Il faut pas se laisser abattre par aucune difficulté. Les difficultés, il va toujours en avoir. Puis c'est pas parce que moi, je savais que j'allais avoir des difficultés en allant de l'avant et dans mon professionnel. Ben, moi, pas dans mon éducation, en allant de l'avant. Mais c'est de pas se laisser abattre, puis qu'il y a toujours une solution à tout. Il suffit de faire les bonnes démarches, puis d'aller voir les bonnes personnes. Puis c'est de croire en nos capacités, de croire en soi. Quand on a la confiance en soi, une confiance en soi inébranlable, il n'y a rien d'impossible. OK, c'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Et pour ceux qui sont dans l'Est du Québec, je vous souhaite une très belle saison de pêche. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.